Dans cette vidéo, on va voir le remplacement des plaques d'un échangeur à plaques qui sert à produire de l'eau chaude sanitaire dans une maison de retraite. Donc je vais faire cette intervention avec un collègue et c'est la première fois que je démonte un échangeur à plaques, c'est la première fois que je change les plaques d'un échangeur à plaques. Et on verra que à la fin, à la remise en eau, on a eu des surprises. À noter que pour le collègue, c'était la deuxième fois qu'il faisait ce type d'intervention. Alors quand je parle d'échangeur à plaques, ce que tu vois là sur la photo, c'est un préparateur d'eau chaude sanitaire à plaques instantanées et semi-instantanées. Donc ça c'est le terme technique de l'appareil que tu peux voir sur la photo. Et pour le semi-instantané ou l'instantané, c'est par rapport s'il y a un ballon tampon ou pas sur le secondaire de l'échangeur à plaques. Ça on le verra plus tard dans la vidéo. Et tu as deux grands types d'échangeurs à plaques. Tu as les échangeurs à plaques démontables à joint. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo. Ils sont démontables parce que souvent avec l'eau chaude sanitaire, eh bien on peut avoir des saletés dans l'échangeur à plaques car le primaire peut être sale et peut, j'ai envie de dire, un peu colmater les plaques. Donc les échangeurs à plaques sont démontables pour pouvoir les nettoyer les plaques entre elles et aussi pour pouvoir les remplacer. Et après on a un autre type d'échangeur à plaques. L'échangeur à plaques brasé, c'est l'échangeur à plaques que l'on voit souvent sur les pompes à chaleur. Ils ne sont pas démontables. Les plaques entre elles sont brasées. Donc comme on peut le voir sur cette photo, les plaques sont sales, il y a de la matière dessus, donc c'est des plaques qui fuient et donc il faut les remplacer. Sachant qu'avant, les collègues qui étaient intervenus dans cette chaufferie-là ont essayé de resserrer les plaques. Mais bon, quand c'est mort, il faut remplacer toutes les plaques. Et donc sur cette photo, j'ai zoomé dessus et on peut voir donc l'état des plaques, hein. Il y a du calcaire, il y a de la matière, sachant que c'est des plaques en inox, elles ne vont pas se corroder, donc il y a sûrement des joints qui sont morts là-dedans. Donc les plaques de l'échangeur à plaques, on peut les voir, elles sont entre deux grosses plaques d'acier et on peut voir que tout ça c'est pris en sandwich. Et donc pour pouvoir échanger ces plaques donc de l'échangeur à plaques, il faut couper la production d'eau chaude sanitaire. Mais avant de faire ça, il faut s'assurer que on ait bien reçu toutes les plaques, car on le verra plus dans la vidéo. Sur les plaques qu'on a reçues, il en manquait une assez importante, et donc comme on ne l'avait pas, on a dû reprendre une ancienne plaque. Donc ça c'est très important, c'est déjà de contrôler qu'il y ait toutes les plaques, car il y a plusieurs types de plaques à mettre dans un échangeur à plaques. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est le schéma de principe. Donc ici, on a l'échangeur à plaques. Donc lorsqu'il y a un échangeur à plaques, donc pour produire de l'eau chaude sanitaire, il y a obligatoirement quelque part une 23 voies. Cette 23 voies là, donc il y a l'eau du primaire qui arrive, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir contrôler la température du primaire, donc qui va aller sur l'échangeur à plaques pour chauffer l'eau. Après on a le secondaire où l'eau qui a été réchauffée là va dans un ballon de CS. Alors, il y a plusieurs manières de faire de l'eau chaude sanitaire suivant ce que l'on veut, suivant le matériel que l'on a à disposition. Donc ici là on a l'échangeur à plaques, là on a une 23 voies. Donc là après il y a plusieurs pompes parce qu'on peut mettre la pompe suivant la place sur l'aller ou le retour, parce qu'il y a pas mal de configurations possibles. Et là ici on a le régulateur. Donc là ici on voit bien l'échangeur à plaques, donc c'est des plaques en inox 316. Et ce qui est très important, c'est que donc cette partie là c'est le châssis, elle est fixe. Et là cette plaque là, elle est plaquée donc contre les petites plaques là qui sont représentées en noir. Et ici il y a des écrous là. Et avant de dévisser ces plaques-là, donc bien sûr l'installation est à l'arrêt, toutes les vannes sont fermées. Il faut bien sûr, comme je dis avant, s'assurer d'avoir reçu les bonnes plaques et qu'il n'en manque pas. Mais après, il faut prendre ici, là, entre les deux, là, donc ça dépend comment on mesure. Soit on prend entre les deux la cote ici et ici. Donc sur l'échangeur à plaques que l'on va voir dans la vidéo, il y avait 35 mm. Ou soit on prend la cote de ici à ici, ou de ici à ici. Donc le but c'est d'avoir une prise de cote identique à chaque fois. Donc souvent nous on la prenait de ici à ici. Donc ça c'est quand on faisait le serrage. Mais donc entre le châssis ici et la plaque il y a 35 mm. Donc ça c'est très important. Ça, comme j'ai déjà dit, j'avais des collègues avant qui étaient passés pour resserrer un peu les plaques, sachant qu'à 35 mm, donc on le verra après, mais lorsque nous on a serré les plaques neuves, en dessous de 40 mm il fallait y aller soit avec un levier ou soit en serrer avec la pipe et en appuyant avec le pied, parce que c'est quand même, il faut vraiment forcer quoi. Donc là on peut voir la base du matériel qui est autour d'un échangeur à plaques. Sur ce schéma de principe, on peut voir ici l'échangeur à plaques. À gauche ici là on a le primaire de la chaufferie, à droite on a le secondaire. Donc ici on a une pompe qui irrigue la partie primaire de l'échangeur à plaques avec une 23 voies qui est contrôlée par ce régulateur là, contrôler la température donc de chauffe du primaire sur le secondaire, sachant que si on veut faire de l'eau ici là à 60 degrés Celsius, il faut au moins
chauffer aux alentours du primaire entre 72 et 73 degrés. Donc ici on doit être aux alentours de 75 degrés et après suivant que l'on soit plus ou moins proche de la consigne, la vanne va se fermer ou va s'ouvrir. Ça c'est les règles qui contrôlent. Donc ici on a le primaire, ici on a le secondaire. Donc pareil là on a une pompe là. Donc la pompe soit elle est sur l'aller ou le retour, souvent elle est sur le retour. Donc on a une pompe là qui fait circuler le fluide comme ça là. Donc ici là on a l'arrivée d'eau froide dans le ballon d'eau chaude sanitaire. Ici c'est le départ d'eau chaude. Après tout ça, ça va côté d'un mitigeur thermostatique ou d'une 23 voies. Parce que là, ici, là, on part à 60. Donc l'eau froide, bon, suivant le puisage, l'eau peut être à 55-50 degrés. Donc il y a toujours, ici, là, ça tourne en permanence pour prendre l'eau qui est plus froide ici, la passer dans l'échangeur à plaques. Ici, là, on a les calories qui vont passer là du primaire. Ici, on a le secondaire. Donc tout ce petit monde là, ça va faire un échange thermique entre le primaire et le secondaire et ça va chauffer le secondaire. Donc ça, dans la chaufferie où je suis, c'est ce que j'ai actuellement. Donc ça, c'est bien. Le seul souci, c'est qu'on a un stockage ECS et le problème avec le stockage ECS, c'est qu'on peut avoir de la légionnelle. Donc quoi qu'il arrive, de la légionnelle, il y en a, mais lorsqu'il y a un problème, il y en a un petit peu. Mais là où ça pose problème, c'est quand il y a beaucoup de colonies. Donc il faut faire régulièrement des chocs thermiques. Mais plus le ballon est gros et plus c'est dur de faire un choc thermique car ça prend beaucoup de temps. Et si on est à 60 au secondaire, s'il faut être à 75 au primaire pour faire du 60 au secondaire, si je veux monter à 70 au secondaire, donc la température de chaude sanitaire, il faudra peut-être que je monte à 80-85 degrés au primaire. Donc ça commence à faire des températures élevées, surtout s'il y a des gros volumes à chauffer. Donc pour éviter ce problème de légionnelle, donc pour éviter ce problème de stockage de chaude sanitaire, on peut voir ce genre d'installation aussi. Donc là maintenant, il n'y a plus de ballon au secondaire, le ballon il est au primaire, donc il y a une grosse réserve d'eau qui est chauffée au primaire, donc par exemple ici à 75 degrés, qui fait que s'il y a un gros puisage de CS, et bien même avec des chaudières classiques, que je vais voir parce qu'on n'a pas besoin d'une très grosse puissance, on peut avoir de l'eau chaude instantanée avec un réservoir de stockage au primaire. Le seul souci c'est qu'il faut chauffer quand même le ballon à 75 degrés, donc il faut que le calorifuge soit très bon pour éviter trop de déperdition thermique. Mais là au moins on n'a plus de problème de légionnelle sur la partie secondaire vu qu'on produit l'eau de manière instantanée, alors que sur le montage d'avant, donc là on avait ici le primaire là, alors que sur le montage d'avant, donc le ballon de stockage était sur le secondaire. Donc le primaire, même si on a des machines pas trop puissantes, vu que ça tourne en permanence, et comme ici sur secondaire, l'eau chaude est constamment passage à échangeur à plaques, ça permet de chauffer de grands volumes d'eau. Donc ça c'est le montage en production ECS semi-instantané, c'est-à-dire qu'on est obligé de chauffer un grand volume d'eau pour les moments de la journée où il y aura des grands puisages. Donc comme par exemple dans les maisons de retraite, c'est le matin. Alors que sur ce montage-là, le puisage ECS se fait de manière instantanée au niveau de sa production. Sauf que il y a un gros ballon primaire qui permet d'accumuler énormément de chaleur et donc ça pose pas de problème lorsqu'il y a un gros puisage ici. Alors sur ce dessin, sur ce schéma, donc c'est un schéma qui vient d'une dock Atlantique, d'un échangeur à plaques Atlantique Guillot, car l'échangeur à plaques sur lequel j'interviens c'est un Guillot, et d'ailleurs c'est chez Atlantique on a acheté les plaques que l'on va mettre. Donc ici c'est la partie fixe de l'échangeur à plaques sur le châssis, là on peut voir les différentes plaques, et ça va être la partie, la plaque mobile que l'on va enlever pour accéder et pour pouvoir enlever toutes les plaques. Donc ici on a l'entrée d'eau froide sanitaire, là c'est la sortie d'eau chaude sanitaire, là c'est l'entrée primaire et ici c'est la sortie primaire. Donc on va commencer par le primaire. Donc là ici là on a l'entrée primaire, l'eau arrive ici là. Donc la plaque en acier là, le châssis est percé. Là on arrive ici, là il y a une plaque là, la première plaque. On remarquera que ils n'ont pas mis de flèche sur cette plaque là, il n'y a pas d'eau qui circule. Et ici on remarquera là il y a un joint ici, il y a un joint là, il y a un joint ici et il y a un joint là. Ça veut dire que l'eau qui passe ici par exemple, eh bien elle ne peut pas aller ici car le trou est entouré d'un joint. Ici c'est pareil. Donc ça c'est la première plaque qui est collée sur la grosse plaque en acier là, sur le châssis. Donc après l'eau du primaire passe ici et là on voit que l'eau descend. On remarquera ici qu'il y a un joint donc pour pas que l'eau sorte de la plaque là, mais on voit que ici il n'y a pas de joint, donc l'eau passe comme ça là, passe comme ça, et on voit que l'eau ici là arrive ici et repasse dans le trou ici là pour retourner au retour de la chaudière, donc c'est le retour primaire, donc on le voit bien ici là, et là on voit qu'ici là il y a un joint, donc l'eau ne peut pas aller de ce côté là, et d'ailleurs de ce côté là c'est l'eau sanitaire. Donc là on voit que l'eau passe ici du primaire, mais on voit que l'eau continue là, donc là ils ont écarté la plaque, on voit que on perçoit ici il y a un joint, donc l'eau du primaire ne va pas entre ces deux plaques là, mais va de l'autre côté là.
de ce côté-là, là où il y a cette plaque-là. On voit qu'ici, il y a le joint là, mais là, il n'y a pas de joint. Et que le joint est du côté sanitaire. Donc là, ici, c'est la plaque primaire. Là, on a le secondaire. Là, on a le primaire, le secondaire, et ainsi de suite. Un empilement de plaques. Et plus il y a de plaques, plus il y a de puissance au niveau de l'échangeur à plaques qui est transmise à l'eau chaude sanitaire. Et donc là, si on se met du côté eau froide sanitaire, donc l'eau froide arrive ici. Donc là, on voit ici, il y a un joint tout autour, donc l'eau ne va pas de ce côté-là. L'eau traverse la plaque, mais on voit qu'ici, il y a aussi un joint. Donc l'eau ne va pas de ce côté-là, puis de ce côté-là, c'est le primaire. Par contre, l'eau arrive ici, là, et on voit que sur cette plaque-là, donc là, il y a un joint ici, là, pour pas que l'eau sorte de l'échangeur à plaques, mais autour du trou, là, il n'y a pas de joint. Donc l'eau passe comme ça. On remarquera qu'ici, il y a un joint pour pas que l'eau passe de ce côté-là, donc du côté du retour du primaire. Donc l'eau passe ici comme ça, là, remonte. Là, on voit qu'il y a le joint ici, donc elle peut pas aller de ce côté-là, donc elle est obligée de passer par là. Et là, on le voit, il n'y a pas de joint. Donc ça, c'est la sortie de l'échangeur à plaques, c'est sortie eau chaude. Donc on voit que l'eau du primaire passe de ce sens-là, et l'eau du secondaire passe dans le sens opposé, donc on voit que c'est à contre-courant. Donc ça, c'est pour améliorer l'échange thermique. On le verra plus tard sur les photos, mais les plaques ne sont pas lisses. Il y a des V, il y a des chevrons, donc suivant le sens des plaques, on le met dans un sens ou dans l'autre, ça on le verra plus tard. Donc voilà, donc le truc, c'est que lorsque l'on met les plaques, il faut surtout pas se tromper dans le sens de la plaque, parce que on voit très bien qu'à chaque fois, le primaire est bien isolé du secondaire et ainsi de suite. Mais si on se trompe de plaque, les plaques ne sont pas toutes les mêmes, ou si on les met dans le mauvais sens, et bien on peut mettre le primaire en contact direct avec le secondaire. Et là c'est la catastrophe parce que il n'y a plus de séparation physique entre les deux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la pression de l'eau froide sanitaire est supérieure à la pression qu'il y a dans le primaire, et bien l'eau sanitaire va aller dans le primaire, donc des chaudières, et ça va cracher aux soupapes. Donc on va vite le voir qu'il y a un problème. Si les soupapes crachent, c'est que l'eau sanitaire passer à l'intérieur. Bien sûr, si les soupapes sont tirées à 3 bars. Après, on peut avoir, ça peut arriver, par exemple, si la pression, mais bon, en principe, on n'a pas ce cas-là, mais si la pression de chauffage, si la pression du primaire est supérieure à la pression de l'eau froide sanitaire, et bien, si les plaques sont mal mises, et bien, l'eau du primaire pourra aller directement dans l'eau chaude sanitaire et aller dans le ballon OCS. Donc ça, c'est pas bon non plus, que l'eau du primaire, elle est pas potable du tout. Donc c'est bien d'avoir, je pense, la pression au secondaire supérieure à la pression du primaire, comme ça, s'il y a un joint s'il y a une fuite, eh bien, l'eau ne peut s'écouler que de la pression la plus forte vers la moins forte. L'eau froide sanitaire est supérieure en pression à l'eau qu'il y a dans le primaire, mais le primaire ne pourra pas rentrer dans le circuit sanitaire, alors que l'eau du circuit sanitaire pourra rentrer dans le primaire. Au moins, ce qui est bien, c'est que s'il y a un problème, les soupapes crachent, et si les soupapes crachent en permanence, et s'il y a un échangeur à plaques, ça peut venir de ça. Joint HS. Donc là, sur ce petit schéma, on voit le principe des plaques, de ces histoires de joints, là, comme j'ai dit là. Et donc, voilà. Donc le principe va être de, une fois que tout est isolé et qu'on a contrôlé qu'on a les plaques, ça va être d'enlever toutes les vis pour retirer la plaque en acier là, et de retirer donc toutes les plaques de l'échangeur à plaques sans jamais les mélanger. Pourquoi? Parce qu'après on va les mettre à côté, et suivant les plaques que l'on a sur l'ancien échangeur à plaques, et bien on va remettre la même plaque à l'endroit où elle doit aller. Comme ça on se pose pas de questions, et si on fait attention, et bien le remplacement de plaques se fait très très bien. Par contre, il faut être hyper vigilant parce que il y a aussi l'histoire des chevrons, suivant le sens des chevrons, ça peut aller dans un sens ou dans un autre, donc il faut faire hyper attention, car on a vite fait de se tromper. Donc avant de toucher l'échangeur à plaques, il faut bien sûr isoler les tuyauteries, donc primaire et au niveau de l'eau chaude sanitaire, donc au niveau de l'échangeur à plaques, bien fermer les vannes, et après bien sûr couper les pompes, là où les pompes, c'est-à-dire la pompe du primaire et la pompe de secondaire. Et donc avant de toucher aux écrous, il faut absolument prendre la cote qu'il y a d'ici à ici, comme on peut le voir là au niveau de mon curseur de souris. Donc là on avait relevé 35 mm, donc au milieu, en haut et en bas, et des deux côtés de l'échangeur à plaques, car l'objectif va être de, une fois que les plaques vont être enlevées, on va mettre une nouvelle plaque, ça va être de resserrer cette plaque là à une distance d'ici ici de 35 mm par rapport à cet échangeur à plaques là et par rapport au nombre de plaques qu'il y a dans l'échangeur. Sachant que si on trouve la documentation de l'échangeur à plaques, on le voit dans les documentations des échangeurs à plaques, il y a une formule, suivant le nombre de plaques, l'épaisseur de la plaque, on applique cette formule et on sait exactement la distance que l'on doit avoir entre cette plaque là et cette plaque là pour que tout l'ensemble soit étanche. Donc là sur cette photo on a pris la cote qui est 35 mm, on a commencé à enlever les écrous. Donc une astuce que m'a donné un collègue, que l'on n'a pas fait ici, c'est que lorsque tu changes toutes tes plaques, les tiges fuitées ici là, faut aller en acheter et les changer. Car là on peut le voir, là c'est abîmé, c'est corrodé, et on le verra à la fin, mais lorsque l'on va serrer tout l'ensemble, il va falloir forcer, mais vraiment comme une brutasse, c'est-à-dire il va falloir utiliser des leviers. Et ça c'est sûrement parce que la tige fuitée est complètement bousillée, corrodée. D'après qu'avec des tiges fuitées neuves, bien sûr du même diamètre et de la même résistance, le resserrage se fait facilement, tranquillement. Là ça a été très très difficile, dans le sens où lorsqu'on avait fait notre premier serrage assez fort, on était à 38
mm lorsque l'on a mis sous pression. Et bien, il y a des endroits ça giclait de partout au niveau du secondaire, donc de l'eau sanitaire. Donc voilà, donc ça, une fois que la cote est prise, que les vannes sont fermées, que les pompes sont arrêtées, donc d'abord les pompes après les vannes, et bien on va pouvoir enlever tous les écrous et enlever cette plaque là. Et après il faudra enlever les plaques une par une sans les mélanger, parce que lorsque l'on va remettre les nouvelles plaques, il faudra que ça soit exactement à l'identique. D'ailleurs on voit sur la photo ici là, donc la plaque en inox, on voit ici ce qui est noir, c'est le joint des plaques. Donc là on a enlevé toutes les plaques donc de l'échangeur, et il faut les enlever sans les mélanger. C'est très important car on va se baser sur les plaques que l'on vient d'enlever au niveau du type de plaque et de leur position, comme on peut le voir dans la vidéo, la position des chevrons. Et bien c'est en comparant les anciennes plaques que l'on va mettre les nouvelles plaques, donc exactement dans le même ordre et le même sens. On remarquera que lorsque je fais défiler les plaques qui sont entièrement noires, entièrement sales, et bien ce sont les plaques où le primaire passe, et les plaques qui sont un peu plus propres, ce sont les plaques où passe l'eau chaude sanitaire. Donc on voit bien qu'il y a une séparation physique entre le primaire et le secondaire. Le secondaire, là où passe l'eau froide sanitaire. Et donc sur cette photo, tu peux voir à quoi ressemble un échangeur à plaques sans ces plaques. Et on peut voir que les tiges filetées quand même, elles sont bien abîmées. Et c'est vrai qu'on aurait dû les changer. Ça nous aurait facilité grandement le travail à la fin pour le serrage. Donc ici l'échangeur, c'est un Guillot, donc c'est de la marque Atlantic Guillot. Et donc lorsque tu donnes les références de ton échangeur à plaques, eh bien on te vend donc un kit de plaques, un jeu de plaques. Donc ici c'est un jeu de plaques avec 13 plaques, avec des joints Saniplaque 613. Donc dans le carton tu as 4 types de plaques, donc tu vois que les plaques sont bien différentes. Tu as une plaque plus joint première position, tu as une plaque plus joint dernière position, donc ce sont les plaques d'extrémité, comme on avait pu le voir au début de la vidéo lorsque je faisais la présentation. C'est les plaques où autour des trous là, de chaque côté des 4 trous, tu as un joint qui est tout autour. Après tu as 5 plaques barrettes à droite V plus joint et 6 plaques barrettes à gauche H plus joint. Donc voilà comment sont dénommées les plaques pour cet échangeur à plaques là. Donc en prenant comparaison avec les anciennes plaques de l'échangeur, eh bien on va prendre une plaque de l'ancien échangeur et on va chercher cette même plaque mais la neuve et on va la mettre à côté là comme ça là, comme on peut le voir sur la photo. C'est-à-dire qu'on va positionner toutes les plaques neuves par rapport aux plaques anciennes. Et une fois que ça c'est fait, on contrôle qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau de la position des plaques et de leur sens et de l'ordre des plaques. Sur le châssis de l'échangeur à plaques, on nettoie ce qu'il y a à nettoyer et après on commence à mettre les plaques les unes après les autres dans l'échangeur à plaques. À chaque fois qu'on met une nouvelle plaque dans l'échangeur, on regarde avec les anciennes plaques si ça correspond bien, on contrôle à chaque fois et bien sûr à chaque fois qu'on a mis une nouvelle plaque dans l'échangeur, on enlève une ancienne plaque et à chaque fois on fait une comparaison pour surtout ne pas se tromper, donc dans le sens des plaques, dans leur position et donc dans l'ordre des plaques. Le but c'est de mettre à l'identique les nouvelles plaques. C'est pour ça qu'on compare à chaque fois avec les anciennes plaques. Une fois que toutes les plaques sont mises, il faut remettre la grosse plaque en acier pour pouvoir serrer toutes les plaques. Alors pour serrer l'ensemble, il faut utiliser des clés adaptées, pas de clés à molette parce qu'il va falloir, en tout cas dans ce cas-là, forcer. Donc là j'utilise une clé à pipe et une clé plate à œillet. Alors d'après la documentation, il conseille d'abord de serrer au milieu de l'échangeur à plaques et après aux extrémités. Donc le but c'est de serrer donc la plaque jusqu'à ce qu'elle ait une cote de 35 mm. Donc là sur la photo on peut voir que je mesure 40 mm. Et donc je mesure 40 mm au milieu, en bas et en haut de l'échangeur à plaques. Sachant que pour arriver à 40 mm déjà il a fallu fortement forcer. C'est-à-dire qu'à un moment donné tu sentais qu'il fallait serrer en forçant sur la clé à pipe avec le pied. Donc c'est pour ça que je dis, et c'est pour ça que mon collègue m'avait dit après qu'il faut remplacer les tiges filetées. Parce que si elles sont corrodées, si elles sont abîmées, suivant la position de l'écrou, eh bien il va falloir forcer comme un bourrin et la question qu'on s'était posée pendant l'intervention, c'est si à force de forcer on n'allait pas écraser ou casser les plaques qu'il y a dans l'échangeur à plaques. Donc là on force pas mal et donc on s'arrête à 40 mm. Donc là il est...
Alors, comme on a pu le voir à la remise en pression, à la remise en eau, l'échangeur à plaque s'est mis à pisser. Donc à un moment donné, il ferme la vanne, il la réouvre et quand il arrive à fond, on voit que ça gicle méchamment. Donc au début, le collègue me dit c'est normal, l'échangeur à plaque est froid. Bon, vu le débit de fuite, là c'est pas un problème de plaque froide, car c'est vrai que lorsqu'un échangeur à plaque est en production, lorsqu'il est chaud, il ne fuit pas, et lorsqu'il a l'arrêt, souvent, lorsqu'il se refroidit, eh bien c'est vrai que entre les plaques, ça peut couler. Mais là, c'est plus des mini-fuites, là, c'est des méga-fuites. Donc le problème vient du fait que le serrage n'est pas bon. Comme à la base, comme j'ai pu le montrer au début de la vidéo, on avait 35 mm entre les deux grosses plaques d'acier. Donc là, on est à 39, il manque du serrage. Donc il faut passer de 39 mm à 35 mm. On remarquera aussi que l'eau est propre, et donc on en déduit que la fuite, l'eau que l'on voit couler, c'est de l'eau qui vient du secondaire. D'ailleurs, on le voit lorsqu'il actionne la vanne, donc qui permet d'isoler là sur le sanitaire, et bien on voit que suivant la position de la vanne, eh bien on voit que ça gicle plus ou moins violemment. Donc on arrive à serrer la plaque de 40 jusqu'à 35 mm, mais pour ça il a fallu énormément forcer. Donc on sait pas si on forçait parce que il y avait des tiges fuitées abîmées, c'est probablement à cause de ça, parce que lorsque l'on est descendu à 35 mm, lorsqu'on a remis en pression l'échangeur à plaque, ça fuyait légèrement, mais il n'y avait plus de fuite comme on venait de voir dans la vidéo précédemment. Ça coulait un petit peu, ça ne giclait pas, et lorsque l'échangeur à plaque s'est mis à chauffer, et bien au bout d'un moment ça ne coulait plus. Alors sur la documentation d'un échangeur à plaques Atlantic, j'ai trouvé cette représentation là des plaques. Donc là c'est très intéressant car on le voit sur le terrain, il y a deux types d'échangeurs à plaques. Donc soit tu as l'échangeur à plaques où le primaire est par exemple à gauche et le secondaire est à droite. Donc les choses sont clairement séparées comme ici, c'est-à-dire que là, on peut voir que le primaire, là, il est à droite. Bon, je dis le primaire parce que là, c'est rouge. Et à gauche, c'est le secondaire. Donc là, il n'y a pas de souci, quoi. Par contre, il y a des échangeurs à plaques sur le sanitaire où les tuyaux sont croisés. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je vais avoir l'arrivée du primaire. Et ici, je vais avoir le retour. Donc ici, là, j'ai l'arrivée du primaire, là, j'ai le retour. Mais sur d'autres échangeurs, on peut avoir l'arrivée du primaire ici, le retour là. Et donc après, on peut avoir l'arrivée d'eau froide sanitaire ici et le départ d'eau chaude sanitaire ici. C'est croisé. Donc là, on voit que c'est pas croisé. Donc ça, sur les petits, on peut le voir comme ça. D'ailleurs, on voit très bien l'histoire des différents types de plaques et des joints. Comme ici, là, on voit que les trous, là, t'as un joint tout autour. Donc là, l'eau peut pas passer dans la plaque. Là, on voit que ici, là, il y a le joint tout autour. Donc l'eau peut pas aller ici. Par contre, là, il n'y a pas de joint. Donc on voit que l'eau qui va arriver ici là va aller au niveau de la plaque là jusqu'à là, et dès qu'il y a un joint autour du trou, l'eau ne peut pas passer. Là c'est pareil, là il n'y a pas de joint donc l'eau peut passer là, mais ici là l'eau peut pas passer. Donc cette vue est très intéressante parce qu'on voit vraiment comment c'est fait au niveau des plaques, et là on voit là cette histoire de V. Donc c'est pour moi, donc c'est certainement pour créer des perturbations dans l'eau et pour améliorer l'échange thermique. Donc là ils le disent, assemblage des plaques, plaque parallèle, la plaque avant est chevron dirigé en bas, la plaque 2 est chevron dirigé vers le haut, la plaque 3 est chevron dirigé vers le bas. Donc là ils disent S1, S2, entrée fluide chaud, sortie fluide chaud, donc ça pour moi ça a l'air d'être le primaire. Et S3, S4, entrée fluide froid, sortie fluide froid. Donc bien sûr lorsqu'il sort il est plus froid, il est chaud, donc ça a l'air d'être l'eau froide sanitaire qui rentre à l'intérieur, ou l'eau chaude sanitaire, parce que si c'est du semi instantané, il y a toujours de l'eau chaude qui passe à l'intérieur, mais elle est pas assez chaude, donc on la réchauffe à l'arrivée de l'échangeur à plaque. Et donc là c'est ce que je disais, là on voit que maintenant là les flux sont croisés, et donc là comment ils font ça, c'est juste en bougeant la position du joint. Au lieu de mettre le joint ici là, et là sur les packs d'avant il n'y avait pas de joint, et ils ont mis le joint ici, ce qui fait que l'eau passe en diagonale, et là il faut pas se faire avoir. Lorsque l'on regarde un échangeur à plaque et qu'on n'a pas de schéma hydraulique, des fois on peut croire que les choses sont bien séparées, par exemple le primaire à droite et le secondaire à gauche, ou vice versa, et bien non, des fois ça passe en biais. Ça on le voit aussi sur des échangeurs à plaques sur les pompes à chaleur, sauf que c'est pas la même technologie, ce sont des échangeurs à plaques brasés, alors que ça ce sont des échangeurs à plaques démontables avec des joints entre les plaques. Donc là on le voit bien là, donc l'eau chaude du primaire arrive ici en haut à droite et repart en bas à gauche, et pour l'eau froide sanitaire, donc on arrive en bas à droite et on repart en haut à gauche. Et c'est là aussi, lorsque l'on monte un échangeur à plaques, il faut pas aussi se planter sur les tuyauteries. Ça c'est pour les monteurs, c'est comme pour les chaudières. Des fois le départ chauffage, quand le départ primaire il est devant la chaudière, des fois il est derrière, ça dépend des marques, et j'ai déjà vu des gens se tromper, des monteurs, et là c'est le drame. Donc là ils disent que plaque diagonale en H, donc c'est ce qu'ils appellent en H, moi j'appelle ça croisé, mais bon. Donc la plaque avant est chevron dirigé en bas, la plaque 2 paire droite et chevron dirigé vers le haut, la plaque 3 impair gauche et chevron dirigé vers le bas, la plaque 4 paire droite et chevron dirigé vers le haut, la plaque 5 impair gauche et chevron dirigé vers le bas. Donc
que là on voit que quand on met des plaques d'un échangeur à plaques, il faut vraiment être clair, quoi. Et surtout ne pas mélanger les plaques de l'ancien échangeur à plaques, car c'est lui qui va nous guider. Parce que là on a vite fait de plus savoir quelle plaque il faut mettre et comment il faut la mettre. Dans la documentation, on a aussi ces petits conseils lors du remontage, par exemple la vue des plaques sur la longueur entre les deux bâtis. Donc on peut voir une vue correcte et incorrecte. Différentes informations comme le fait qu'il faut qu'il n'y ait pas de saleté entre les plaques, sur les plaques, en tout cas au niveau des joints, il faut que tout soit propre. Voilà. Après aussi on a les conseils sur le serrage de l'échangeur. Donc là, ici c'est le type Ruby. Celui-là que j'ai, je sais pas de quel type il est, car la plaque n'était plus présente sur l'échangeur à plaques. Donc on a les indications pour le serrage de l'échangeur. Donc la cote de serrage A, comme on peut le voir sur le petit schéma, eh bien ça dépend du nombre de plaques multiplié par la cote de serrage par plaque. Et suivant le type de plaque, eh bien on a une valeur. Et sur le serrage, il conseille de commencer à visser les écrous au milieu de l'échangeur à plaques et de finir par les écrous qui sont aux extrémités. Comme on peut le voir sur cette photo, là où il y a marqué 1, c'est par là qu'il faut commencer à serrer. Ils appellent ça des tirants. Et après on finit par 2. Et à la fin, le but c'est de tomber sur la cote A. Et théoriquement, si tout est bien fait, lorsque l'on remet en eau, même si l'eau est froide, eh bien ça ne doit pas fuir. Mais des fois sur le terrain, on n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas les docks ou les plaques cinétiques des appareils ont disparu. Voilà. Et donc on serre avec la cote que l'on a relevée lorsque l'on a démonté l'échangeur à plaques. C'est pour ça que cette cote est importante, car c'est un bon repère. Donc en conclusion, on voit que le remplacement des plaques d'un échangeur à plaques, c'est pas quelque chose de très compliqué. Par contre, il faut être très méticuleux dans le sens des plaques, etc., comme on a pu le voir dans la vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne regrette pas d'avoir refusé de faire l'intervention tout seul, car quand on l'a jamais fait, ça peut être difficile, dans le sens où lorsque l'on commence ce type d'intervention-là, il faut aller jusqu'au bout, il faut qu'à la fin ça marche. Surtout quand c'est des échangeurs à plaques qui vont faire de l'eau chaude sanitaire, par exemple, pour une maison de retraite, ou un hôpital ou ce genre d'établissement. Ça aurait été un échangeur à plaques pour un gymnase, pourquoi pas, on peut prendre le risque tout seul. Si ça se passe mal, c'est pas trop grave, ils auront plus d'eau chaude, ça n'a pas trop de conséquences. Par contre, sur des établissements sensibles, lorsque l'on se lance dans ce genre d'intervention, il vaut mieux être sûr d'être capable d'aller jusqu'au bout de l'intervention et qu'à la fin ça fonctionne.